Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roxane, je suis home organizer, c'est-à-dire que j'aide les particuliers, les professionnels, parfois à désencombrer, ranger et organiser leur intérieur et leur vie pour qu'ils se sentent mieux. Donc, aujourd'hui, à travers cette petite conférence, hop, je vais quand même me mettre en écran complet si j'y parviens. Voilà. Donc aujourd'hui, à travers cette conférence, j'aimerais avec vous répondre à 2 questions qui sont pourquoi est-ce qu'on possède plus que nécessaire d'abord, et aussi pourquoi consommer moins mais mieux, ça peut être une des clés pour plus de bonheur. Moi je regarde, j'ai pas de nouvelles demandes de participants, c'est parfait. Donc, ce que je veux vous faire réaliser aujourd'hui, c'est que votre intérieur et vos objets, de manière plus globale, ont vraiment un impact super important sur votre bien-être au quotidien. Je dirais même que tout part de là, parce que c'est un levier de développement personnel super puissant. Alors, pas d'autres participants? Tout m'a l'air OK. Alors, trop souvent, en fait, j'ai remarqué auprès des personnes que je suivais, auprès de personnes avec lesquelles je discute, que la maison, elle a tendance à perdre son rôle de cocon rassurant où l'on se ressource, où l'on se repose, pour laisser place au stress du quotidien. Et pour moi, ça pose un problème. Par exemple, si vous vous dites sans cesse que voilà, que vous vous sentez encombré par des objets ou par des responsabilités, que vous avez l'impression de manquer de temps sans cesse, que vous commencez plein de tâches sans en achever aucune, que même parfois votre gestion du quotidien peut devenir une source de disputes avec votre foyer. Quoi d'autre? J'entends souvent, tiens, il y a d'autres participants qui se joignent à nous. J'entends souvent que les gens ont honte parfois de leur intérieur. Je regarde ici. Bonjour aux personnes qui viennent de se joindre à nous. Si vous voulez voir ce qui me manquait, vous pouvez retrouver ça sur le live, la rediffusion YouTube qui aura lieu après ce live. Mais donc j'étais en train de dire que pour moi, le stress du quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est antinomique avec la maison, le bien-être où on est censé se ressourcer. Donc si vous vous êtes reconnu dans ces petites phrases de « j'ai pas le temps », j'ai honte de mon intérieur, je sais pas quoi me mettre le matin, alors qu'en fait vous avez une armoire remplie, c'est sans doute que vous souffrez d'encombrement. Et dans la plupart des cas, alors si j'arrive à gérer ce petit diapo de l'amour qui tue, voilà, la plupart du temps, on va avoir affaire à ce genre de situation où on pense qu'on n'a pas assez d'espace, mais vous voyez, on en vient à rajouter ici une petite extension à sa maison pour accueillir le trop-plein d'objets. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, alors déjà, petit point important, vous allez voir les pictogrammes ici à gauche du sommaire vont vous aider à vous repérer tout au cours de cette mini-conférence. Vous allez pouvoir les retrouver ici en haut à gauche de chaque diapositive et on va pouvoir suivre cette jauge de progression pendant la conférence. Donc, on va voir d'abord pourquoi c'est intéressant d'adopter le home organizing, à quoi ça sert, quels sont les symptômes d'encombrement, comment ça se traduit chez nous, comment on peut le reconnaître, les facteurs d'encombrement, à cause de quoi on est comme ça, les solutions et passages à l'action de manière concrète, comment on peut se préparer à faire un travail de tri important, parce que c'est pas anodin, et pourquoi c'est intéressant de faire appel à une personne extérieure pour vous aider à ranger la maison. Donc, d'abord, pourquoi adopter le home organizing? Alors, je trouve intéressant de vous parler de mon parcours perso en quelques mots pour que vous compreniez un peu en quoi ça m'a impacté. Il y a 3 ans environ encore, j'étais une acheteuse compulsive. Enfin, j'étais encore une acheteuse compulsive et ça se ressentait essentiellement dans les vêtements, la papeterie, les accessoires, ce genre de choses. Et puis un été, donc il y a environ 3 ans, j'en ai vraiment marre de me retrouver à me trimballer avec 2 valises d'affaires, on ne sait jamais au cas où ça pourrait toujours servir, alors que je partais une semaine en vacances. Je me sentais vraiment superficielle. Et puis j'ai commencé un tri.
d'abord au niveau des vêtements, des accessoires, puis après ce tri s'est vraiment étendu à toutes les catégories d'objets en fait que je possédais, jusqu'à même remettre en question ma manière de consommer, ma manière de me nourrir, les fréquentations que j'avais, les informations que j'allais regarder, les divertissements. Donc voilà, vous avez compris, en gros, j'ai tout remis en question. Et là où je veux en venir, c'est que simplifier mon intérieur et plus largement ma vie, me demander à quoi répondait mes envies d'achat, ce que ça représentait pour moi, tout ça, ça m'a permis de tendre vers quelque chose qui me ressemblait plus, vers les personnes qui m'intéressaient aussi, vers les choses que je pointais du doigt. J'accepte d'autres personnes, voilà. Pardon. Donc, désencombrer, ranger et organiser sa vie, ça apporte de manière plus globale. Si j'arrive à cliquer, je sais pas pourquoi j'arrive. Voilà. Donc, de manière plus globale, évidemment, ça va nous apporter un gain de temps monstre parce que chaque chose sera à sa place, on saura où aller les chercher, un gain d'énergie parce que plus d'allées et venues inutiles, un gain d'espace, bien sûr, puisque de par ce qu'on va désencombrer, là, il n'y a pas de secret, moins de stress, puisqu'on va pouvoir anticiper, avoir un esprit clair, savoir où chaque chose est, encore une fois, et un retour aux choses essentielles. Déjà, par plus de temps à passer avec les gens qu'on aime, bien sûr, mais le fait de se retrouver aussi avec seulement les essentiels dans notre vie, ce qui nous touche, ce qui nous représente, ce qui nous parle, ça va nous aider à nous affirmer dans nos goûts, dans notre caractère. On va pouvoir faire un tri plus facile aussi de ces fréquentations, pourquoi pas. Donc voilà ce que je trouve intéressant dans tout ça. Alors maintenant, les symptômes d'encombrement. Comment on va reconnaître finalement qu'on est victime ou sujet à l'encombrement chez soi? Donc, il y a différentes choses qu'on peut remarquer, notamment le désordre visuel, bien évidemment. C'est celui que l'on voit. Alors, le désordre flagrant, celui qui jonche le sol, que tout le monde peut voir comme le foyer, comme les invités, je dirais, ça c'est le désordre flagrant. Mais des fois, il y a le désordre rampant, celui qu'on va retrouver dans les placards, dans les tiroirs, que seuls nous, du moins le foyer, va savoir qu'il existe. On va l'avoir, mais on va l'avoir en tête comme ça, de manière constante. Mais les invités vont voir juste le beau, le bien rangé. Voilà. Donc ça, c'est le désordre visuel. Il y a aussi la problématique des papiers administratifs. Souvent, il y a des personnes qui vont très bien gérer leur quotidien et qui vont avoir aucun bazar, mais alors qui vont développer une phobie administrative. Et puis, on a aussi les problèmes d'organisation. Et j'entends par là la gestion de l'agenda, pas seulement les rendez-vous professionnels, mais aussi le fait de s'organiser dans son rythme pour la cuisine, pour les lessives, les courses, le ménage, enfin bref, vous avez compris, tout le quotidien de manière générale et l'organisation. Donc, ces symptômes-ci peuvent être interdépendants. Vous pouvez en avoir un, deux ou les trois. C'est vraiment... je trouve que les engrenages représentent bien ça. Ensuite, comment on en est arrivé là? Vous allez voir, il y a divers facteurs qui sont souvent propres à notre époque. Donc, évidemment, la société, les facteurs sociétaux, notre propre gestion de l'espace et notre personnalité sont responsables d'un surplus d'affaires chez nous. Pour ce qui est de la société, évidemment, l'arrivée d'Internet, on ne sait pas, ça date pas d'hier, mais la facilité d'achat partout, tout le temps, nous incite bien sûr à moins nous poser la question de l'envie, de la réelle nécessité d'un achat, d'un objet. Contrairement à quand on se déplace en ville, on va quand même un peu plus penser est-ce qu'on se déplace pour rien, entre guillemets. Internet nous facilite fortement l'acte d'achat. Ensuite, les diverses sollicitations de part
bien sûr les soldes, bien sûr les ventes privées, etc. Mais de manière un peu plus insidieuse, si je puis dire, les réseaux sociaux et notamment Instagram vont nous pousser, enfin nous inciter à acheter, à nous figurer avec ce même objet. Voilà, je vous apprends rien. Puis notamment les bonnes affaires que l'on pense faire quand on fait les soldes, ou le stock qu'on se crée parce qu'on ne sait jamais ça peut servir, parce que ça rassure, tout ça, ce sont pour moi les conséquences de la sollicitation. Évidemment, les loisirs, notre travail nous font être moins souvent à la maison, le plus souvent. Donc, évidemment, c'est normal qu'on ait plus tout ce temps à consacrer à notre intérieur. Et puis aussi, en plus, on peut avoir du matériel à stocker. Ça, plus on a de hobbies, en général, plus on a de matériel sportif ou culturel à stocker, bien sûr. Notre manière de voir l'éducation, qui est propre à chacun, mais le fait de se sentir jugé en tant que parent va beaucoup nous influencer dans nos actes d'achat. Si on pense qu'on a besoin de beaucoup d'articles de puériculture parce que c'est ce qui se fait, si on a l'impression que notre enfant, pour éviter qu'il s'ennuie, il doit avoir tant de jouets, etc., ça va être pour moi un facteur sociétal parce que c'est ce qui se fait, entre guillemets. Notre perception de la réussite sociale joue également. Si pour vous, la réussite sociale passe dans l'achat de voitures, je ne sais pas, d'œuvres d'art, de vêtements de luxe, évidemment, vous allez être incité, de par votre culture personnelle, de par votre statut, à consommer, bien sûr. Et puis, de manière générale, je dirais la suractivité, la surconsommation, c'est quelque chose qui est très en vogue dans le sens où acheter, ne jamais s'arrêter, être sans cesse dans un nouveau hobby, une nouvelle activité, c'est quelque chose qui est très bien vu parce que c'est associé pour moi au dynamisme, qui est une notion très positive dans la société. Si on se pose, on est un peu vu comme quelqu'un de feignant, quelqu'un qui ne se renouvelle pas. Donc les achats, c'est une manière de s'inscrire quelque part dans la société aussi. Et bien sûr, c'est important quand même de souligner que les structures familiales peuvent favoriser le fait que on multiplie nos achats, les pièces de notre maison. Quand les familles se séparent, s'il y a une garde alternée, les enfants vont passer d'un foyer à l'autre et peut-être avoir le double d'objets ou le triple s'il y a une nouvelle belle famille, etc. Donc ça, ce sont des choses à considérer au niveau de la société. Ensuite, notre propre gestion de l'espace, bien sûr, influe grandement également. Je vais vous donner un exemple. Si je décide que je vais venir trier mon courrier, je vais ouvrir toutes mes enveloppes, je suis à mon bureau, et là, je vais aller naturellement mettre mes enveloppes à la poubelle, et sur le chemin donc, de la cuisine où se trouve ma poubelle à papier, je me rends compte que le chat a sa caisse pleine. Donc je me dis que je vais le changer parce que le pauvre chat, je ne voudrais pas qu'il nous fasse un accident, n'est-ce pas? Et donc je vais chercher de la litière propre qui se trouve dans la buanderie. Mais dans la buanderie, je me rends compte que la machine à laver a fini de tourner. Donc il faut que je sorte le linge, sinon il va sentir et je vais devoir encore le laver. Voilà. Et sur le chemin, je me rends compte que pour étendre mon linge, il y avait sur la table un livre de cuisine que je dois venir replacer dans la cuisine puisque c'est là où je mets mes livres. Et là, je me rends compte que il y a toutes les enveloppes que je voulais jeter dans ma poubelle à papier, que j'ai laissées là. Et en fait, ça fait 20 minutes que je gesticule dans tous les sens, que j'ai commencé plein de tâches sans en achever aucune, que je suis épuisée et que je me sens nulle. Donc, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ce petit parcours dans ma maison et ça s'appelle de la dispersion ou du yo-yo mental. En home organizing, on aime bien utiliser ce terme. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui fait perdre énormément de temps et d'énergie, donc on va essayer d'endiguer ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de difficile, surtout si on a l'esprit occupé par d'autres choses. Ensuite, quelque chose à ne pas négliger, ce sont ce que j'appelle les points chauds, c'est-à-dire les diverses
points où on va pouvoir considérer que ce sont des vides-poches, des surfaces planes. Typiquement, là, chez cette cliente que j'ai accompagnée il y a quelques temps, une petite tablette dans l'entrée, on va pouvoir disposer les clés, les parapluies, tout ce qui est nécessaire de se débarrasser, disons, quand on rentre le soir du travail ou le matin pour se préparer, qu'on a besoin d'avoir sous la main. Typiquement, en bas à droite, là, on a cette chaise qui nous permet de mettre les vêtements à côté de la table de chevet. Voilà, ça, ce sont des points chauds qui, si on n'y fait pas attention, peuvent devenir très rapidement des foyers d'encombrement. Donc, je vais vous expliquer plus tard comment on peut faire pour les éviter. Ensuite, quelque chose qu'on retrouve notamment dans les garages, les greniers, mais aussi dans d'autres pièces, bien sûr, c'est la problématique des pièces sans fonction ou avec trop de fonctions. C'est-à-dire qu'en s'autorisant, en n'ayant pas mis d'étiquette à cette pièce, on va s'autoriser un peu plus le désordre et ça peut devenir une pièce fourre-tout. Donc ça, on va voir aussi comment on peut l'éviter plus tard. Et aussi, quelque chose qu'on retrouve facilement dans tous les foyers, c'est l'éparpillement. Il y a typiquement des catégories d'objets comme ça qui vont se retrouver dans toutes les pièces de notre maison. Les clés, les médicaments, on va en retrouver sur la table de chevet, comme dans la salle de bain, comme dans la cuisine, selon les prises de la journée. Les lunettes, c'est pareil, pour la lecture du soir, du midi, du matin. Et les livres, c'est la même chose, quoi. On va lire dans tous les petits coins, il y en a dans toutes les chambres, etc. Donc ça, l'éparpillement, ça va engendrer plusieurs choses, notamment le fait qu'on va parfois oublier qu'on a des articles et on va les racheter en plus. Et après, on va avoir des articles en double, n'est-ce pas? Et ça peut engendrer un certain agacement, notamment si on est dans un foyer avec plusieurs personnes, toujours une perte de temps et d'énergie avec des allées et venues inutiles. Ça, ce sont des objets que j'appelle les objets invités, qu'on a la plupart du temps empruntés à des personnes de notre entourage, des amis. Typiquement, le tréteau qu'on a emprunté pour le baptême de la petite, mais c'était il y a 3 ans et on lui a toujours pas rendu. À la personne. Et puis on a aussi la machine à raclette que le voisin nous a gentiment prêté il y a 1 an, ou le matériel de jardinage. Bref, ce genre de choses qu'on n'a pas encore rendues, mais qui restent là et qui occupent malgré tout une place alors que ça ne nous appartient pas. Et puis il y a nous dans l'histoire, nous et notre personnalité. Si on est sentimental, on va avoir un rapport aux objets qui est quand même assez particulier puisque tout va nous rappeler un souvenir. Si on est perfectionniste, on va avoir tendance à penser que tout le foyer fait tout pour se mettre contre nous parce que nous, on a une logique de rangement implacable et que c'est les autres qui ne comprennent pas. Le procrastinateur qui va typiquement remettre au lendemain toutes les tâches qu'il a à faire. Bref, il y a énormément de profils et ces profils, en fait, ça définit notre vécu personnel, ou plutôt ça vient s'ajouter à notre vécu personnel et on le crée en fonction de ça aussi. Notre rapport aux objets est différent. Si on a connu la guerre, forcément on va avoir une peur de manquer qui est justifiée pour les générations précédentes. Si on a connu des changements professionnels, personnels ou une maladie importante, forcément on va avoir un rapport aux objets différent, culturel, éducation. Si vous voulez, je vais vous mettre dans le chat, dans la conversation, je vais vous envoyer un document que j'ai créé spécifiquement et qui s'appelle Analyse personnelle. Je vais aller vous le chercher tout de suite. Comme ça, vous pouvez le télécharger, il est en format PDF et ça vous aide à les rationaliser selon votre personnalité. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça un petit instant. Voilà, parfait. Normalement, vous avez dû le recevoir. Donc, c'est un document sous forme de tableau où vous pouvez vous amuser à reconnaître les différents caractéristiques de votre personnalité et savoir comment vous pouvez vous poser des questions adaptées pour rationaliser au moment de faire du tri pour ne pas être moins angoissé, disons. Voilà, donc vous pouvez vous demander qu'est-ce que je choisis de garder, d'honorer et de quoi je veux me délester. Avant d'attaquer le côté un peu plus pratique dans
lors de la préparation au tri, j'aimerais vous dire que si vous ressentez de la culpabilité, de la honte au regard de la manière dont vous gérez votre intérieur et votre agenda, ça n'a pas lieu d'être, parce que ranger, s'occuper de son intérieur, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. Et je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette culpabilité, cette justification nécessaire à « oh non, mais attention, c'est pas impeccable, etc. » On n'a jamais appris à le faire. On n'a pas eu, même en art ménager pour les générations précédentes, on n'a jamais eu de cours pour nous apprendre à ranger. C'est quelque chose qu'on a peut-être recopié, etc. J'aimerais que vous vous déculpabilisiez parce que c'est pas, déjà, il ne faut pas associer le désordre à la saleté. Il faut vraiment différencier ça, même si c'est quelque chose qui peut être dérangeant à terme. C'est-à-dire, c'est plus pour vous, pour votre développement personnel, que si vous ressentez une gêne, il faut que vous fassiez quelque chose. J'aimerais aussi insister sur le fait que, en aucun cas, même une personne qui vit dans ce que moi j'appellerais, de mon point de vue, du bazar, si elle est très bien avec son bazar et qu'elle ressent un certain équilibre dans ce mode de vie-là, il n'y a aucune raison que moi j'intervienne, puisque la personne dit se sentir à l'aise avec un peu de désordre. Ça, c'est déjà des choses que j'ai entendues. Donc, le home organizer est vraiment là pour vous assister lorsque vous avez besoin de savoir par où commencer, que vous avez un mal-être que vous ne savez pas réellement identifier, mais que vous pensez qu'il peut venir de votre gestion de l'intérieur. Donc ça, c'est un petit disclaimer dans le disclaimer. Aussi, des pensées que vous pouvez dès à présent arborer, ou plutôt conscientiser, c'est que ça va sans doute, ce travail de tri, s'il est important, s'il touche toutes les pièces de votre intérieur, tous les espaces, c'est que ça va peut-être vous déstabiliser parce que ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Il va falloir faire des choix. Et comme dans toute équation mathématique, ou plutôt expérience scientifique, quand il y a un résultat qui ne nous plaît pas, il faut venir changer une des données de l'expérience. Et là, dans le cadre du résultat encombrement, il faut venir changer peut-être ses habitudes de vie, de consommation, quand cela ne nous correspond plus. Et bien sûr, le désordre ne se range pas, il s'élimine. Bien sûr, le home organizing, c'est ranger et s'organiser, mais c'est avant tout désencombrer, en fait. Parce qu'on ne peut pas venir faire des miracles si la base est, entre guillemets, obstruée. Alors, quelles sont les solutions que moi je propose? Comment on peut se préparer au mieux? Là, vous avez vu, jusqu'à présent, c'est une présentation qui est plutôt théorique, parce que je pense que c'est nécessaire avant tout travail de tri. Si vous n'appliquez pas ça, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, si vous ne vous demandez pas pourquoi vous faites les choses, il est sûr et certain que ce n'est pas tenable sur le long terme, en termes d'organisation, et que vous allez très vite voir réapparaître la désorganisation et le désordre chez vous. Donc, le fait de théoriser ça et de se poser les questions de pourquoi on fait des choses, dans tout domaine de la vie d'ailleurs, mais quand on fait du tri, c'est super important. Alors, la mise en condition, à mes yeux, elle doit être d'abord mentale, puis physique. Dans mental, j'entends se poser les questions quant à ses motivations et ses bienfaits, ou ses freins plutôt. Vous pouvez par exemple vous munir d'un carnet pour noter ces choses-là. Moi, je trouve ça intéressant de les noter. Vous pouvez juste vous poser la question comme ça aussi. Mais quels sont vos besoins? Est-ce que lesquels sont satisfaits et lesquels ne le sont pas? Quelles sont vos envies? Vous pouvez faire ce que j'appelle une liste de mise à l'épreuve. Si vous avez une réelle envie d'achat, je pense que beaucoup le font, mais de le mettre tout simplement sur une liste, vos listes d'achat envie, et de la mettre à l'épreuve pour 2 semaines, 1 mois, et voir après ces 2 semaines ou ce mois si vous avez toujours envie de cette chose.
Demandez-vous ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus dans la vie. Quelles sont vos craintes quant à ce travail de tri? Est-ce que vous avez peur d'être moins aimé si vous vous séparez de quelque chose qu'on vous a offert? Est-ce que vous avez peur de manquer? Quelles sont vos attentes, je le disais, dans ce travail de tri? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez avoir plus d'argent en faisant des économies, en repensant votre mode de consommation? Est-ce que vous voulez avoir plus d'espace, ressentir plus du mieux-être, disons? Il faut que vous définissiez ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous convient plus dans cette vie-ci. Ensuite, il y a 3 types de questionnements que j'aime aborder dans le travail de tri. Vous pouvez les préparer en amont. Je vais vous expliquer. En fait, le plus basique des questionnements quand on se positionne face à un objet, c'est bien sûr la question de l'utilité. Est-ce que j'en ai besoin? Quand est-ce que je vais m'en servir? C'est important de poser une date quand on n'est pas sûr et qu'on veut garder au cas où. Donc ça, c'est la plus basique, je dirais. La question des émotions. Ça, c'est ce que Marie Kondo, la papesse du rangement japonaise, utilise constamment. Est-ce que cet objet m'apporte de la joie ou non? Elle le prend dans les mains et puis si ça vous procure quelque chose de négatif, il faut le remercier puis lui dire bye bye. Donc la question de l'utilité et de l'émotion sont celles qui sont le plus souvent utilisées. Et j'aime bien utiliser aussi l'utilisation des critères pour moi est intéressante, notamment pour le dressing. Je trouve ça très efficace. Le fait de se poser avant le travail de tri et voire même d'écrire une lettre à soi-même, une sorte d'engagement en se disant je décide de me séparer de tous les vêtements, par exemple. Premier critère, si ce vêtement est dans une couleur flashy, je décide de m'en débarrasser car je n'aime que les couleurs neutres et c'est dans ça que je me sens à l'aise. Premier critère. Maintenant, je fais un 40-42. Je décide que tout ce qui ne me va pas, tout ce qui est vêtements objectifs que je garde pour soi-disant me donner une motivation, je m'en débarrasse. Je garde que ce qui me va, ce qui me met en valeur, ce dans quoi je me sens à l'aise. Et en 3e critère, ça peut être je n'aime pas du tout repasser, je déteste. Je ne vais pas du tout garder tous les objets, tous les vêtements qui sont difficiles d'entretien, avec des matières qui se froissent, etc. Ça peut être 3 critères. Vous pouvez même signer ce petit engagement envers vous-même. Mais une fois que vous serez face à votre dressing, maintenant vous savez que si le vêtement ne rentre au moins pas dans une de ces catégories-là, il doit partir de votre dressing. Ça, c'est la méthode des critères. Donc, une fois qu'on a bien conscientisé pourquoi on faisait les choses, quelles étaient nos attentes, nos envies et nos freins, c'est important de se préparer physiquement. J'entends pratiquement et physiquement. D'abord, vous allez poser un créneau dans votre agenda, toujours un engagement envers vous-même, de 1 heure, 2 heures, même ça peut être moins dans un premier temps. Si vous devez commencer un travail, commencez-le seul, à mon avis, c'est important pour ne pas être biaisé par quelqu'un ou distrait. Donc, vous allez poser ce créneau, faire en sorte de ne pas être dérangé en demandant à votre entourage de respecter ce temps-ci. Vous allez aussi mettre votre portable sur mode silencieux ou mode avion et vous allez pouvoir concrètement avancer plus facilement, de manière plus flagrante aussi. Vous pouvez prendre un appareil photo, ça peut être votre portable, mais toujours en mode avion, n'est-ce pas? Pour des photos avant-après motivantes, vous allez voir, ça va arriver très vite, ce genre de résultat. Surtout si vous partez vraiment d'un intérieur très encombré visuellement. Mettez votre tenue de combat la plus confortable, enlevez tout ce qui est bijoux, dégagez vos cheveux de votre visage. N'ayez pas de ceinture qui vous coupe le ventre si vous devez vous mettre accroupi. D'ailleurs, si vous avez une ceinture qui vous coupe le ventre, c'est sans doute que c'est un objet qui doit disparaître de votre dressing, mais bon, je dis ça au passage. De quoi nettoyer les endroits que vous allez découvrir, qui sont parfois inexplorés depuis un certain temps, quitte à en même temps découvrir des nouveaux endroits, autant nettoyer au passage. Un marqueur, on va voir pourquoi juste après, pour pouvoir noter les différentes catégories. Un sac poubelle pour jeter tout ce qui est cassé, qui ne peut pas être réparé ou qui est périmé. Attention, respectez bien le tri.
Et puis, pour ce qui est de séparer en catégories, lorsque vous allez trier, moi, je conseille 5 contenants. Ça peut être des sacs, ça peut être des cartons, peu importe. L'important, c'est que vous voyez bien la différence, que ce soit clair pour vous. Donc, moi, je préconise les catégories à donner, à vendre, à jeter, à garder et à redispatcher. À jeter, comme je le disais, c'est pour tout ce que vous ne pourrez pas prendre le temps de réparer ou que vous ne pourrez plus réutiliser. Veillez à garder vraiment le à jeter en tout dernier recours, n'est-ce pas? Et à redispatcher, cela veut dire, à mes yeux, que vous allez le garder, mais que vous allez le mettre dans une autre pièce, mais que vous le gardez là et que vous pensez que c'est juste à ranger dans une autre pièce. Pourquoi c'est important à redispatcher? Ça vous évite de faire des allées et venues inutiles pendant le travail de tri, d'être distrait encore une fois. Vous allez avancer beaucoup plus efficacement. Et puis, il va falloir apprendre à changer ses habitudes en apprenant à dire non, c'est-à-dire en contrôlant à la fois à la source tout ce qui va être échantillon gratuit de cosmétiques. Déjà parce que c'est pas pratique, qu'on s'en sert jamais, que ça pollue et que ça incite les producteurs à en produire toujours plus, n'est-ce pas? Mettez des étiquettes stop pub si c'est pas déjà fait sur votre boîte aux lettres, ça va déjà stopper beaucoup de parasites à la base. Et puis si vous êtes abonné à des magazines que vous ne lisez plus, veillez à reconduire, pourquoi pas, à ne pas reconduire les abonnements, à garder uniquement les articles dont vous avez besoin. Voilà, faites un tri à la base de ce qui va rentrer. C'est vraiment éviter avant que ça rentre, si vous voulez. Et puis s'affirmer, c'est-à-dire oser. Si un ami vous invite ou une amie à faire du shopping alors qu'on n'en a pas forcément besoin ou envie, ou toute autre activité consumériste, qu'on pourrait qualifier ainsi. Vous n'allez pas être moins aimé si vous dites que vous n'avez besoin de rien, que vous n'avez pas envie. Vous pouvez toujours aller accompagner la personne qui a vraiment envie ou besoin, pourquoi pas. Mais si c'est vraiment quelque chose qui est trop tentant pour vous, pourquoi pas laisser la carte bleue à la maison. Ça peut être, au moins là, vous êtes sûr que vous n'achèterez rien. Mais bon, voilà. Donc s'affirmer, ça passe aussi par dire non à la base à ses proches, à ses fréquentations. Et puis, commencer petit. Ça, c'est un des points les plus importants pour moi quand on commence un travail de tri. Je vous conseille de commencer par des surfaces ou des espaces plus restreints. Ça peut être juste un tiroir pendant 15 minutes ou une étagère de la cuisine pendant 30 minutes ou 1 heure, voir ça. Mais ne commencez pas directement par une pièce qui est encombrée du sol au plafond. Faites-vous vraiment la main sur des choses mesurables, accessibles, vraiment faciles. Et dans la même lignée, privilégiez tout ce qui va être objet usuel ou objet, disons, les denrées alimentaires ou cosmétiques qui se périment. Ça va être plus simple pour vous et en général, il y a moins de sentiments qui sont liés plutôt que justement les souvenirs, les photos, etc. Donc ça va vraiment vous permettre de vous faire la main et de voir des progrès rapides toujours. Veillez à attribuer une fonction aux pièces. Alors, je vous conseille 3 fonctions maximum parce qu'après, ça va devenir un peu le foutoir en général. Hein. Je dis ça parce que souvent, c'est des pièces, la buanderie ou ce genre de choses-là, toutes les pièces qui sont en sous-pente, toutes les pièces qui sont restreintes et auxquelles on attribue trop ou pas assez de fonctions, ça c'est vraiment les coins fourre-tout où personne ne va jamais. Attribuer aussi une place à chaque objet, comme on le disait tout à l'heure. Hop, si j'arrive à passer, voilà. Les clés, les livres. Pour moi, c'est mieux, effectivement, si les catégories d'objets sont regroupées en un seul et même endroit, surtout si vous vivez avec plusieurs membres dans le foyer, pour que tout le monde sache où c'est, surtout si vous devez responsabiliser vos enfants. Par exemple, ça peut être une bonne idée de mettre toutes les mêmes catégories d'objets en un seul et même endroit et vous aurez une vision plus claire de tout ce que vous avez dans une seule catégorie d'objets. Et puis, bien sûr, simplifiez visuellement, rendez accessible et lisible, rendez attrayant. C'est vraiment intéressant de jouer du rangement comme quand on peut, quand on a vraiment fait ce travail, une fois qu'on peut venir fignoler, entre guillemets. N'utilisez pas toute la profondeur de vos placards ou de vos tiroirs, parce que de un, c'est le meilleur moyen d'oublier ce que vous avez. Et puis, on a souvent la flemme d'aller chercher tout au fond les choses qui traînent.
on oublie, on rachète, et puis on a la flemme, on aura aussi la flemme de les ranger. Alors, Anaël, je t'admets dans la... Pardon, j'admets en même temps des participants. Et puis, vous pouvez rendre plus lisible et attrayant. Là, vous voyez dans l'image de droite, on a trié à la façon un peu Marie Kondo en rangeant sur la tranche les foulards de ma cliente. Donc, on a un aspect quand même un petit peu plus attrayant et puis on se rend vraiment compte de tout ce qu'on a. C'est beaucoup plus joyeux de s'habiller le matin, n'est-ce pas? C'est moins stressant. Toujours du mal. Voilà. Et puis, bien sûr, éliminer les points chauds, comme on a vu tout à l'heure. Éliminer, c'est-à-dire soit vous décidez que vous prenez 10 minutes chaque soir pour faire le tour de la maison, désencombrer les vides-poches et ce genre de choses. Soit vous vous dites que vous allez garder disposer un objet décoratif que vous appréciez particulièrement à l'endroit où vous avez tendance à accumuler des choses, comme ça peut dissuader, ou tout simplement, pourquoi pas, supprimer la surface qui pose problème, comme la chaise ou la petite table de chevet si elle est vide. Pour les objets invités, il n'y a pas de secret, soit vous vous fixez une deadline, bon là c'est un peu particulier avec le confinement, mais une fois que le confinement sera terminé, vous pouvez soit faire un petit ultimatum à la personne qui doit venir récupérer son objet, et là vous en faites pas, si vous lui dites que vous allez vous en départir après cette date-là, vous pouvez être sûr qu'elle va réappliquer rapidement, ou alors vous vous dites, et vous posez toujours un rendez-vous avec vous-même, vous vous dites à telle date, je vais voir machin pour lui rendre tel objet. Et puis bien sûr, ce qui me semble évident, c'est d'éliminer le superflu, tout ce qui ne vous apporte pas de manière générale ni utilité ni bien-être, eh bien vous allez le supprimer, ça va de soi. Pour aller jusqu'au bout de votre démarche, il faut absolument que vous gardiez en tête qu'il faut que vous terminiez une tâche avant d'en commencer une autre, c'est le meilleur moyen de garder le cap. Aussi, pas pendant le travail de tri, mais vraiment pour l'organisation dans la durée, tout ce qui prend moins de 5 minutes doit être fait maintenant. C'est plus simple de procéder ainsi. Comme ça évite aussi la procrastination des grosses tâches vraiment accablantes qu'on a envie d'éviter à tout prix. Et puis surtout, prenez le temps d'être dans le contentement. Ça, c'est une des choses les plus importantes, que ce soit dans le travail de tri ou quand vous avez terminé une tâche de votre to-do list, n'est-ce pas? Soyez satisfait de vous-même, profitez de cet instant et accordez-vous du temps pour vous. Et maintenant, pourquoi c'est intéressant de faire appel à un home organizer, une personne extérieure pour vous aider? Déjà, j'aimerais souligner le fait que le home organizing, c'est pas un métier comme ça qui a été créé pour encore un autre métier de coaching où on se prétend expert dans un domaine. Pour moi, ça répond vraiment à une difficulté actuelle. Évidemment, c'est un métier qui n'existait pas avant parce qu'on n'en éprouvait pas le besoin. Mais maintenant, c'est pour moi essentiel de se sentir bien chez soi, étant donné, et là on s'en rend compte particulièrement dans ces temps particuliers, n'est-ce pas, que l'intérieur, c'est la première base de tout, du bien-être et de l'entente familiale. Donc ce n'est pas anodin. Le home organizer, la particularité qu'il va avoir, ou qu'elle va avoir, c'est que c'est quelqu'un qui est à la fois à l'écoute, alors sans parler jusqu'à la psychologie, mais il y a une certaine écoute qui est nécessaire pour comprendre le passif de la personne qu'on a en face de soi. Donc il y a tout un travail d'écoute et en même temps un travail physique de soutien pendant les missions de rangement. Et le fait que le home organizer est un œil extérieur à vos problèmes, à vos difficultés, ça va vraiment l'aider à vous motiver tout en restant bienveillant et toujours encore une fois à l'écoute. Voilà, écoutez, je crois que nous arrivons au terme de cette conférence. Je pense qu'on est à peu près à 40 minutes. Je tenais juste à rajouter que si vous avez envie d'aller plus loin dans le désencombrement de votre maison, pièce par pièce, que vous voulez vraiment avoir un tuteur dans toutes les pièces de votre maison, j'ai créé pour vous un programme en ligne, peut-être que vous le savez déjà,
qui s'appelle Désencombrer, 15 jours pour désencombrer son intérieur et retrouver du temps pour soi. C'est un programme qui est payant, mais auquel vous avez accès en illimité et qui comporte plein de bonus motivants, dont 1 heure de suivi par Skype avec moi. Donc, si vous avez envie, vous pouvez le trouver sur mon site internet roxanedelpy.com qui s'affiche ici. Et s'il y avait des questions auxquelles que vous avez envie de poser ou une difficulté que vous ressentez, que vous n'avez pas forcément envie de l'exposer dans le chat, bien sûr, il y a toujours mon mail ou les messages privés sur mes réseaux sociaux que vous voyez s'afficher ici, que vous pouvez utiliser. Aussi, pour d'autres conseils gratuits, vous avez toujours ma chaîne YouTube dans laquelle je parle bien sûr de home organizing, mais aussi de zéro déchet et de minimalisme. Et pareil, mon podcast donne des réflexions sur le mode de consommation et des conseils toujours dans le désencombrement. Voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, je pense que je n'ai pas été coupée encore, même si j'ai la version gratuite de Zoom. Vous pouvez les poser dans le chat et je vais essayer d'y répondre. Je vais rester quelques minutes, sauf si vous n'avez plus de questions. Auquel cas, je précise, cette vidéo-ci, vous pourrez la retrouver sur YouTube. J'ai fait un enregistrement de cette séance et vous pourrez la revisionner ou repasser des passages si vous n'avez pas vraiment saisi ce que je voulais dire, si vous voulez la garder pour vous comme un tuteur, c'est avec plaisir. Donc, je la mettrai sur YouTube dès ce soir et vous pourrez la retrouver en illimité. Voilà, et comme je le disais, je vous ai envoyé l'analyse personnelle, donc le tableau qui vous permet de rationaliser par rapport à votre type de personnalité ou vos types de personnalité, qui peut vous aider également. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Voilà, si vous avez des questions, dites-moi tout dans la conversation, ou alors si vous avez envie que je réactive un micro parce que c'est plus simple pour vous, vous pouvez me l'écrire et je vais réactiver un micro. Je pense que je peux faire ça. Je vais attendre quelques minutes du coup. Hop, du coup, je vais enlever le partage. Parfait, parfait. Anaëlle, ok pour nous, nickel. Céline, Lily, Jeanne, Léonard, Hélène, vous avez des questions? Parfait, Céline, merci. Bon, bah écoutez, si vous n'avez plus rien, si je ne dois pas éclaircir quelque chose ou que vous n'avez pas envie de parler d'un cas spécifique chez vous, eh ben, je pense que la réunion virtuelle va toucher à sa fin. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de la suivre. J'espère que ça vous a intéressé, que même si c'était théorique, ça vous a appris des choses. Et pourquoi pas faire une partie plus pratique la prochaine fois ou parler de zéro déchet dans une autre vidéo, une autre réunion virtuelle, ce serait avec plaisir. Bah, merci beaucoup Céline, c'est très gentil. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Au revoir.